Lady vous écoute, vous retrouve aujourd'hui pour vous emmener découvrir les univers de nos invités. Elles vont très certainement vous inspirer, vous donner envie, vous aussi, de faire quelque chose là où vous êtes, car chacun peut balayer devant sa porte et chacun est assurément la solution à beaucoup de problèmes autour de nous. Ensemble, nous les recevons. Josiane Simon, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes maire adjoint, vous êtes élue dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, adjointe au maire, et vous êtes aussi conseillère régionale en Île-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Grace Lokimbango. Bonjour Grace. Bonjour. Vous êtes élue dans la commune de Longjumeau. C'est ça. Et vous êtes secrétaire générale du CEFOC, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et en outre, et j'ai envie de dire surtout, vous êtes la déléguée générale de l'Association des jeunes élus de France. C'est ça. De France et de Navarre. De France. Nous avons avec vous, mesdames, Sandra Silvius. Bonjour, madame Silvius. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Entraide. Vous êtes formatrice TSLA. Vous nous direz de quoi il s'agit pour la meilleure compréhension de tous. Et par ailleurs, vous êtes engagée, vous aussi, dans votre commune. Vous êtes conseillère municipale dans la ville de Marly-la-Ville, la bien nommée. Voilà, amis téléspectateurs, nous allons donc découvrir ce que font les uns et les autres et puis surtout parler de ce qui pour nous participe de la citoyenneté, sachant qu'il n'y a pas que l'État-providence. Chacun peut faire quelque chose en s'engageant, qui dans la société civile, qui dans la municipalité et puis un jour être... le chef, la cheftaine d'État, sait-on jamais. Je voudrais vous donner la parole, Josiane Simon. Quand on est à la fois adjointe au maire, conseillère régionale d'Île-de-France, et je suis certaine de n'avoir pas dit tout ce que vous avez à votre actif, est-ce que c'est voulu ou est-ce que ce sont les circonstances de la vie qui font que certaines choses sont venues à vous? Disons que c'est voulu parce que je reste aussi professionnelle en entreprise, parce que je travaille aussi dans un cabinet de conseil. Mais disons que depuis déjà toute jeune, j'ai toujours, entre guillemets, été investie socialement, de la deuxième génération d'immigrés en aidant les cousins, les cousines, sur toutes les problématiques toujours liées au scolaire. Parce que j'ai toujours cru en l'éducation et c'est par l'éducation qu'on accède à pas mal de choses, aussi bien personnelles que sociétales et professionnelles. Et je dirais, après une expérience professionnelle, mère de famille de 3 enfants, on s'est dit il faut traduire ça concrètement et c'est vrai que la politique est un des leviers où on peut traduire en fait des actions concrètes par rapport aussi à ces besoins. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vos aspirations, vous pouvez forcément les transposer et êtes-vous entendu? Est-ce que cela est nécessairement pris en compte ou est-ce que malheureusement il y a des oppositions et le cas échéant, comment faire pour faire entendre sa voix? Disons que quand j'ai la chance sur les mandats que vous avez cités d'être dans la majorité, donc de faire déjà entendre ma voix. J'ai eu la chance justement d'être la première adjointe de Laurent Brosse pour la ville de Conflans-Sainte-Honorine et il partageait les mêmes valeurs en ce qui concerne l'éducation et il se trouve que quand il m'a demandé ce que je souhaitais faire, j'ai dit voilà l'éducation et donc je suis en charge et des crèches, donc dès la petite enfance, du scolaire et à la région on est en charge des lycées. Donc je suis aussi au conseil d'administration de lycée, donc c'est quand même un fil conducteur. Oui, on peut. Je vous entends, amis téléspectateurs, vous dites que Madame Simon fait le cumul des mandats, mais enfin, si c'est utile pour bien faire, pourquoi pas? Roulement de tambour pour vous, mademoiselle, j'ai dit mademoiselle, pardonnez-moi, Madame Grace Lokimbango, élue, donc je le disais, dans la commune de Longjumeau. Madame, à vos côtés, disait, quand j'étais jeune, je voulais que, et c'est cadeau pour vous, que de nous parler de la jeunesse engagée. C'est à dessein que nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau, parce que nos téléspectateurs pourraient risquer de penser qu'il faut avoir un âge certain ou un certain âge, mais finalement, c'est possible. Comment cela s'est fait pour vous? On voulait faire entendre nos voix, et moi, c'était pas que je voulais la faire entendre, c'est que j'avais pas le choix de la faire entendre. Tout simplement parce que je suis arrivée à un stade où si on ne toque pas aux portes, et je pense qu'il y a plein de jeunes qui sont dans cette situation, plein de familles, plein de mères, plein de pères, dans des familles monoparentales ou autres, que si on ne va pas chercher ou essayer d'arracher une solution, en fait, on n'en a pas. Et j'étais dans cette situation-là avec ma mère qui est décédée l'année dernière, qui était gravement malade, et en fait, on n'avait pas de solution. Et la seule solution que j'avais, c'était d'entrer en politique pour pouvoir faire entendre ma propre voix et celle des autres qui étaient dans la même situation que moi. Donc, c'est vraiment pour avoir l'information
Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Si vous ne faites pas la politique s'occupe de vous ». Et là, pour le coup, la politique s'occupait de moi. Et je me suis dit, ce serait peut-être temps que je m'y intéresse et que je décide aussi de faire quelque chose pour que ce soit un échange, une réciprocité et que j'ai mon mot à dire dans ma propre histoire. Et pour restituer ce que vous nous dites dans un langage peut-être plus proche de vous, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Exactement. Nous reviendrons sur votre parcours, votre engagement. Nous sommes fort désolés pour votre bien-aimée maman et nous pensons à elle avec votre permission. Toutes les mamans, ce que vous n'avez pas pu faire en tant que maman, vos enfants certainement le feront. Ça, vous pouvez en avoir l'assurance, même si vous ne le voyez pas de vos yeux émerveillés. J'en viens à vous, Sandra Silvius, maman par ailleurs, parce que dans votre biographie, j'aurais peut-être dû commencer par cela. Lorsque nous parlons de l'association Entraide, c'est déjà la maman que vous êtes qui est interpellée, qui a envie de fonder cette association, ou est-ce que, comme vos panélistes sur le plateau, vous aviez d'autres engagements? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, l'association Entraide, effectivement, a une histoire. Et le début concerne mon histoire, puisque je suis maman d'un enfant qui est concerné par les troubles. Et je me suis retrouvée nombreuses fois dans des situations compliquées, un parcours du combattant. Et un jour, je me suis levée avec mes convictions d'avoir cette révélation de devoir faire les choses pour les autres et d'aider. Donc, en dehors de mes difficultés et de mon parcours, je me sentais appelée à aider d'autres personnes dans leur parcours pour pouvoir aider les familles qui étaient dans les difficultés qu'on appelle les troubles 10. Donc, c'est des enfants qui ont un dysfonctionnement au niveau cognitif et c'est à l'école en fait que ça se potentialise. Donc du coup, les parents sont très démunis, souvent en souffrance et n'ont pas les clés en fait pour pouvoir aider leurs enfants, mais déjà c'est de eux-mêmes et pouvoir en fait connaître la façon dont on doit diagnostiquer l'enfant, vers qui on doit se tourner, quel est le professionnel de santé qui va diagnostiquer leur enfant. Et une fois que le diagnostic est tombé, il y a toute cette problématique de rééducation, de devoir trouver le médecin disponible parce qu'on sait le désert médical qu'il y a et d'autant plus pour ces enfants qui sont déjà en souffrance. Donc s'ils n'ont pas le diagnostic et s'ils n'ont pas les rééducations, ça reste des enfants qui sont mis de côté au niveau des classes puisqu'on est quand même dans une société où on a cette conscience collective malheureusement de la réussite où les parents sont malmenés parce qu'ils disent mais comment ça se fait que mon enfant ne réussit pas à l'école? Qu'est-ce que je dois faire? Les enseignants sont aussi en situation de... ils ne savent pas Ils sont démunis parfois. Voilà, ils ne savent pas trop comment faire, puisqu'il y a un manque de formation et d'information. Donc là, l'association était là aussi pour lever le voile, changer le regard sur le handicap invisible, mais aussi former les enseignants, informer les parents, créer en fait des liens, faire sortir les parents de l'isolement, parce que souvent les parents sont dans le déni, mais aussi dans l'isolement, parce qu'ils se sentent incompris. Lorsqu'ils commencent à parler de leurs problèmes, on dit mais ton enfant il n'a pas de problème en fait. Parce que cela ne se voit pas. Alors justement, vous avez la parole, gardez-la quelques moments s'il vous plaît, pour que nos téléspectateurs comprennent, parce que vous dites les troubles 10. Alors très précisément, qu'est-ce que ça pourrait être pour qu'ils puissent peut-être, grâce à votre intervention, discerner. Alors on a dit 10, c'est disponible, discerner et 10, DYS. Alors, c'est dysfonctionnement. Alors, pour bien retenir, alors je vais vulgariser parce que c'est vrai que c'est des termes, on peut en parler en long et en large pendant des heures. Donc, le 10 vient de dysfonctionner. Donc, c'est au niveau des neurones, en fait. Donc, on a tous un cerveau. Hein, et dans le cerveau, il y a des informations qui passent à travers des neurones. Et ces neurones-là, lorsqu'on a un trouble 10, ils dysfonctionnent, mais de façon dans des zones bien spécifiques. Donc on a les dyslexies, donc ça va concerner toute la zone de la lecture, donc le langage écrit. Les dysphasiques, ça va concerner tout ce qui est au niveau du langage oral. Et la dyscalculie, donc les calculs. La dyspraxie, c'est plus le geste, donc tout ce qui concerne le geste. Donc du coup, la personne va... Moi, j'aime pas dire dysfonctionner, je dis va fonctionner autrement. Va fonctionner différemment. Différemment. Quand vous dites fonctionner différemment, est-ce que vous êtes en train de dire que ça n'est donc pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour que cette personne, cet enfant en l'occurrence, fonctionne comme tous les autres? Est-ce qu'on peut considérer, d'après vous, que chaque enfant puisse fonctionner comme il fonctionne et puis sans qu'il soit nécessaire de faire autrement? Alors, au niveau des apprentissages, puisque c'est un trouble spécifique des apprentissages, hein, la dénomination a changé, on ne dit plus trouble 10, on dit trouble spécifique du langage oral et des apprentissages.
Et l'enfant, à l'école, en fait, ça se potentialise son handicap. Donc, les professeurs sont obligés d'adapter certains apprentissages selon le trouble que l'enfant a. Mais, je vais revenir vers vous pour ne pas vous faire monopoliser la parole à votre insu. Je parle donc à la personne qui est très proche de l'éducation, de l'enseignement. Certainement, ces choses font écho à votre vécu, à vos constats. Oui, tout à fait. Je suis touchée par ce que vous dites, parce que justement, tout à l'heure, vous posiez la question sur l'action concrète. Moi, j'ai toujours été sensibilisée au handicap, à toutes sortes de handicaps. Et justement, en tant que élue à la petite enfance et scolaire, on a aussi j'ai pu en fait développer au sein de ma commune, mettre en place des formations à divers types de handicap, même si, comme on dit, ça peut fonctionner différemment, mais sur un spectre très large qui permettent que ça soit pris en charge aussi sur le rythme de l'enfant et hors du cadre scolaire, parce que quand on est en région parisienne, les enfants ne font pas qu'aller à l'école. Comme la majorité des mères travaillent, à 4h30, c'est la municipalité qui les gère et ils sont pris en charge par des animateurs. Et une de mes actions concrètes qui n'existait pas, grâce justement au soutien de mon maire Laurent Brosse, c'était justement de faire en sorte que chaque animateur au sein de chaque centre de loisirs soit formé justement à la prise en charge de ces enfants à particularité. Et ça, c'est vraiment la traduction d'une action concrète. Et je rejoins madame, en début d'année, parce que j'ai eu j'espère avoir fini de préparer la rentrée scolaire, on a justement 2 familles qui nous ont demandé, parce qu'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants dans des centres spécifiques, si la municipalité pouvait les accompagner de manière à ce que l'enfant reste scolarisé le plus longtemps possible dans le système. On a pris en compte cette demande et dans l'école où ira l'enfant, il aura en charge un animateur référent. Donc ça, c'est du concret de ce que la politique permet. Lady vous écoute, @gmail.com. Si vous avez des questions très précises sur la situation de vos enfants, peut-être une orientation, un conseil, n'hésitez pas à nous écrire et nous partagerons vos messages à nos invités. Vous pouvez nous écrire en tout bien, tout honneur, n'est-ce pas? C'est cadeau pour vous, on parle de cet engagement, c'était déjà aussi le vôtre. Que vous disent, c'est une question affreusement banale, vous la pardonnerez. Quand on est jeune et engagé en politique, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas le fort de tous les autres jeunes. Que vous disent les jeunes, filles et garçons, en rapport à votre engagement? Ce qui peut être drôle, c'est que c'est pas souvent les jeunes qui me posent des questions, mais c'est les plus vieux. Merci pour moi. Bon, après, tant mieux, parce que ça éveille la curiosité et on se dit comment elle a fait. Et les autres jeunes aussi se posent, mais peut-être qu'ils ont plus peur de poser cette question et qu'ils sont plus dans la curiosité. C'est-à-dire qu'ils regardent, mais qu'ils n'osent pas parler parce qu'ils se disent, mais par quel chemin elle est passée? Est-ce que c'est peut-être bizarre si je pose la question? Parce que si elle a réussi, c'est qu'un chemin est possible. Et donc, c'est vraiment les plus âgés qui me posent la question de qu'est-ce que je fais en politique et pourquoi j'attends pas un peu plus pour en faire. On vous demande d'attendre. La plupart du temps. C'est des éléphants qui veulent pas céder leur place, très certainement. Alors, vous êtes sur ce plateau, c'est à dessein, je le disais tout à l'heure. La caméra, elle est juste là. Passez cet appel à tous les jeunes de la planète quant à la nécessité de s'engager. C'est important. D'ailleurs, je suis en train de lancer un programme en tant que responsable, délégué général de l'Association des jeunes élus de France. Un programme à destination des femmes. Donc on accompagne toutes les femmes qui désirent se lancer entre 18 et 35 ans pour les prochaines municipales. C'est un programme en 3 temps. Un premier temps en immersion, ça veut dire que ça sera un mentorat avec pas mal de personnalités politiques féminines, dont Madame Rachida Dati, Madame Yael Wang-Pivet, on a Madame Najat Belkacem, et plein d'autres personnalités féminines qui nous accompagnent sur ce projet. Madame Moreno. On a une partie formation, parce que c'est vrai qu'on veut plus de femmes et qu'on parle de parité, mais après, au niveau de la formation, c'est de compétence à compétence. On ne veut pas des femmes juste parce qu'on est des femmes, mais on veut se dire, en fait, on a le même niveau qu'un homme, donc prenez-nous parce qu'on peut faire le travail aussi bien qu'un homme. Et la troisième partie, c'est travailler sur les conditions d'exercice. Parce que c'est vrai qu'on veut des femmes, mais on est amené à porter des enfants, on est amené à avoir des responsabilités. Comment on favorise l'exercice des femmes dans ces postes à haute responsabilité?
Donc un moment de réflexion pour accompagner ça et vraiment faciliter l'accès des femmes. Bon, après, pour les hommes aussi, on accompagne, osez, portez vos voix. Vous avez des choses à dire et si vous ne vous occupez pas de la politique, encore une fois, la politique s'occupera de vous. On peut le voir avec les systèmes de bourse, le Crous, les études. Bah, c'est les politiciens qui s'occupent de tout ça, qui gèrent tout ça. Donc si vous voulez vraiment faire bouger les choses, même dans vos villes, on parlait de l'éducation, des complications au niveau des maladies ou des troubles. Moi-même, j'étais concernée alors que je ne suis pas forcément malade, mais quand on a un proche malade, en fait, tout l'environnement porte la maladie avec la personne ou les troubles. Donc, il faut que vous vous investissiez pour pouvoir vous alléger vos propres vies, en fait, tout simplement. Messieurs, ne prenez donc pas ombrage. Oui, il y a 3 dames sur le plateau, mais vous l'avez entendu, il y a une voix pour vous. Il y avait déjà une voix avant que les femmes ne s'engagent, mais cette voix demeure. C'est important de le rappeler afin que vous ne vous sentiez pas menacés, puisqu'elles viennent là apporter ce qui manquait cruellement, n'est-ce pas, à vos engagements respectifs. Nous allons, si vous le voulez bien, partir en voyage. Je voudrais vous proposer de découvrir l'engagement d'une autre femme aussi engagée. Alors, elle est adjointe au maire dans la commune d'Emerinville, c'est dans le 77. Et amis téléspectateurs, nous allons donc partir en images, voir ce qu'elle est allée faire sur le terrain en Afrique, notamment petit clin d'œil à vous tous qui êtes au Togo et puis sur le continent de manière beaucoup plus large. Parce que, et nous reviendrons dessus sur le plateau, quand on est engagé dans un endroit, en Europe en l'occurrence, c'est le cas de chacune d'entre vous, il y a aussi la possibilité d'apporter quelque chose là-bas. Nous regardons ceci ensemble.
toutes nos salutations à la commune du Golfe et nous remercions Madame Véronique Ma. Vous l'avez pour d'aucuns certainement reconnue si vous êtes du Cameroun. Ceci pour dire qu'il y a la possibilité d'être engagé en politique d'où que l'on vienne, où que l'on soit. Et surtout pour vous donner, alors qu'on va regarder quelques photos illustrant ce séjour là-bas, ce sont des ressortissants du Togo qui sont venus en France et qui sont allés à Émerinville, qui ont trouvé que la ville était très jolie et qui ont demandé à rencontrer le maire et ses adjoints. C'est ce que nous voulons vous inviter à faire quand vous êtes quelque part. Il n'y a pas que la famille à fréquenter. Il faut pouvoir sortir du cadre restreint. Et ainsi, c'est tisser ce qui bientôt va être un partenariat, notamment sur la question du développement durable, puisque, bon, vous connaissez l'histoire des sachets en plastique qui sont partout. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas faire tout seul. Je voudrais croire que Mme Véronique Ma viendra nous en parler dans de plus amples détails, mais ceci pour illustrer des actions. Je voudrais vous laisser réagir aux images que vous avez vues. Je vous ai vu partir comme ça dans votre pensée chacune. Vous n'avez rien entendu et pourtant, alors? Et pourtant, je trouve que ça, comment dire, ça parle. Moi-même, je suis membre des FRACAM, qui est une association donc d'élus justement camerounais. Et c'est très important quand on est, comment dire, élu en France pour la République, justement de retourner entre guillemets. Où tout a commencé au premier ou au second plan, afin de partager et d'entreprendre aussi des actions de coopération, comme le fait EFRACAM à travers son PDG ou Maxence Ancel, que vous connaissez, qui est très investi et qui font différentes actions sur le terrain. Parce que pour moi, ça a deux choses. Un, je veux dire, on ne peut pas nier d'où on vient, ça c'est une première chose. Tout à l'heure, vous disiez aux jeunes, il faut s'engager. Ça donne aussi de l'espoir à ceux qui sont là-bas. Ça montre aussi qu'on ne les oublie pas, parce que quand on arrive quelque part, il ne faut pas oublier les autres, il faut leur tendre la main. Et quand je vois ce reportage, y aller en toute simplicité, essayer des sièges et tout, je trouve ça très bien. L'occasion pour nous de remercier pour la mise en relation Maxence Ancel. Je sais qu'elle viendra aussi sur le plateau nous parler de ses engagements. Je vous laisse réagir à ce petit bout de dépaysement. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'on reste des ambassadeurs. Parce que grâce à cette double nationalité, entre guillemets, quand c'est possible, et même quand ça n'est pas possible, on a la double culture et on peut faire ce lien plus facile entre la France et l'Afrique. Et tisser des vraies relations et faire de la diplomatie douce. C'est-à-dire que des fois, même face au racisme, aux discriminations, ou même des fois par curiosité, on peut en fait tout simplement expliquer ce qui se passe là-bas. Parler de ce qui se passe là-bas, exposer les richesses aussi qui sont là-bas et vice-versa. Parler là-bas qu'on a l'occasion, parce que du coup je suis au CEFOC, le Conseil des élus français originaires du Congo-Kinshasa. On travaille beaucoup avec EFRACAM d'ailleurs, donc on est en lien souvent. Et c'est vraiment enrichissant parce qu'on se rend compte que même la diaspora ici, et même les enfants qui sont nés ici et qui ont soit la couleur de peau, donc ils savent qu'ils viennent d'Afrique, mais qui ne connaissent pas l'Afrique, en fait c'est important qu'il y ait comme ça les élus qui fassent ce travail-là de rapprochement entre les citoyens, ce qu'on fait déjà en France, entre les citoyens et l'État, mais les citoyens et l'Afrique encore quand c'est possible, via la coopération décentralisée, la rencontre avec d'autres maires là-bas et voir ce qui peut être mis en place, sachant qu'on peut faire des jumelages, donc emmener des fois des jeunes d'ici là-bas pour découvrir et vice-versa. Je reste sur ce que vous dites, découvrir, parce que ça n'est pas parce qu'on vient de l'Occident que l'on sait tout. Exactement. Il y a toujours cette bourse des savoirs, parce que finalement, réussir à faire des choses avec peu, c'est une véritable expertise que tout le monde gagnerait à pouvoir prendre, acquérir et à mettre en action. Je voudrais vous laisser réagir aux images et après nous allons aller de l'avant. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire, Sandra. Oui, ça m'a fait voyager et ça m'a rappelé en fait mes passions de jeunesse qui étaient l'humanitaire et c'est vrai qu'aller à la rencontre de l'autre et d'aller dans la connaissance, puisque c'est à travers la connaissance qu'on arrive à acquérir les choses et comprendre les choses, c'est très important. Donc je trouve ça fabuleux ceux qui portent de tels projets et qui vont jusqu'au bout des choses. J'entends dans mon oreillette que je n'ai pas nos téléspectateurs qui disent que vous êtes engagée, vous avez créé une association, vous en êtes la présidente, vous êtes formatrice TSL, vous ne nous en avez pas encore tout à fait parlé, vous êtes maman et vous êtes engagée dans votre commune en tant que conseillère municipale. Le gros point d'interrogation, c'est comment elle fait. Alors, on va peut-être leur répondre parce que souvent, tout le monde veut, mais comment ?
sur le comment. Dites-nous tout. Alors, c'est vrai qu'on est porté. Je pense qu'on est porté. C'est une nature, en fait, de vouloir porter les choses avec investissement, amour, engagement. Et l'engagement politique est venu à moi. Hein. C'est pas moi j'ai pas été le chercher. Il est venu à moi, mais sachant que j'étais déjà sur le terrain, j'étais déjà présidente d'association, donc j'étais déjà dans l'associative. Le maire adjoint, quand il est venu me chercher, il m'a dit: tu fais déjà de la politique, donc viens rejoindre l'équipe. On a besoin de ta force, on a besoin de de ta force, de tout ce que tu fais déjà. Et effectivement, ça m'a donné un plus, et de voir en fait, d'allier en fait ce qu'on faisait sur le terrain et concrètement en fait ce qui était fait, et d'apporter aussi un plus aux personnes, en fait, aux bénéficiaires, de pouvoir m'engager concrètement pour pouvoir changer les choses, en fait. Pour moi, c'était une force, en fait. Et comment je fais, je ne sais pas. Je le fais chaque matin avec toujours beaucoup d'amour, de force. Il y a des moments où je suis un peu fatiguée, mais je reprends toujours parce que sans moi, c'est un feu qui brûle, et je continue. Et tout ce que nous vous souhaitons, c'est qu'il ne s'éteigne jamais, ce feu. Vous l'avez entendu, il fallait apporter. Et quand on apporte quelque chose, quand on doit apporter quelque chose, il vaut mieux pouvoir le porter déjà. Et quand vous portez quelque chose, ces choses font que beaucoup viennent à vous, parce que ça peut aider et impulser une dynamique. Donc, si je reste dans ce qui nous est dit, tout est donc politique. Finalement, l'associatif, l'éducation, la vie est politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, ou vous voulez nuancer? Pas que tout est, je dirais, tout est politique, oui et non, mais dans la mesure où même finalement un enfant, je dirais, en tant que maman de 3, à un moment donné, un enfant qui conteste vos choix, même à 6 ans, et puis qui dit que c'est non et qui préfère autre chose, finalement, c'est déjà le début de la revendication. Donc, c'est déjà le début de la politique. Donc, oui, tout est politique. Pour abonder dans votre sens. Et ça négocie en plus. Pour abonder dans votre sens, on nous dit qu'il y a des papas, oui, quand les enfants demandent quelque chose, ils disent: je suis tout à fait d'accord, mais va voir le chef du parti de l'opposition. En désignant la maman. Oui. Tout est-il politique? Moi, j'ai pas encore d'enfant. Mais tout est politique, même les relations. On le voit, juste le mariage, le Pacs. Toutes les décisions qu'on prend dans la vie sont politiques ou influencées par la politique. Ne serait-ce qu'en France, le mariage, avant d'aller à l'église ou dans quelqu'un truc, c'est d'abord un politique, au fond, qui vous... Un acte administratif. Voilà. Alors, si vous nous dites que tout est politique, peut-être que nos amis ne vont pas bouger de leur fauteuil en se disant: bon, j'y suis déjà, qu'ai-je besoin de faire autrement? Puisque finalement, tout le monde on peut être engagé, mais engagé différemment, engagé dans sa famille, engagé dans sa commune, dans son voisinage, mais engagé de toutes les façons, et chacun a quelque chose qu'il faut apporter. Est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi on vient vous chercher? On a entendu, vous l'avez décrit, et on peut parler, on dit tout, n'est-ce pas? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit: oui, on voudrait que je vienne colorier un tout petit peu la liste? Oui. Avez-vous pensé à cela ou pas du tout? C'est possible, hein? Oui. Y avez-vous pensé ou pas du tout? Pas du tout sur le moment, mais après, oui, peut-être, oui, c'est possible. Ce qui ne gâche rien. Oui, non. Après, ils avaient besoin aussi de couleurs, de jeunesse. Mais surtout, alors au-delà du coloriage, ça n'est pas péjoratif, c'est aussi de représentativité, puisque dans ces communes-là, il est des ressortissants de pratiquement partout. C'est tout aussi bien aussi qu'ils puissent se retrouver dans le conseil municipal, ceux qui les représentent. Après, je pense qu'on m'a vraiment, on est vraiment venu me chercher par rapport à l'engagement, par rapport au handicap que je représentais, puisqu'il avait besoin de force, de personnes qui étaient engagées au niveau du handicap. Il avait besoin de développer. C'était quelqu'un qui était déjà dans le développement de structures sur la ville, puisqu'il avait vraiment mis en place le projet d'IME et d'ITEP, qui d'ailleurs a vu le jour. Alors, pas de sigle, parce qu'on est thérapeutique, pardon. Oui, s'il vous plaît. Toujours par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, l'IME, c'est l'Institut médico-éducatif, c'est plus pour les enfants qui ont un trouble autistique. Et donc du coup, il a toujours été, c'était quelqu'un, puisqu'il est décédé, qui avait toujours été engagé pour pouvoir développer tous les instituts, toutes les structures, tout ce qui pouvait aider les personnes qui étaient en situation de handicap. Et que lorsqu'il m'a vu sur le terrain, je pense qu'il a dit, c'est cette femme... Cette force-là, elle peut être mise à contribution.
Voilà, vous pouvez donc faire beaucoup, nous nous répétons certainement, mais vous le vivez, vous le voyez de vos beaux yeux émerveillés. Il y a vraiment une voie, il y a vraiment la possibilité de pouvoir participer et de ne pas seulement se plaindre en se disant il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. On peut toujours apporter quelque chose. Vous vous êtes posé la question, mesdames, du coloriage de la liste ou pas du tout? En ce qui me concerne, pas du tout, parce que j'ai eu en fait la chance, je dirais, voilà, il y avait une municipalité sous une couleur et j'ai rencontré un jeune et brillant futur maire, Laurent Brosse, et comment dire, par rapport à ses projets pour la ville, par rapport aussi comment dire, à mes projets, je dirais ces deux visions qui se sont rencontrées, plus aussi une énergie partagée et réciproque qui nous a donné envie, de toute façon, d'aller mener un combat ensemble, puisqu'il n'était pas élu. Donc rien n'était gagné, donc en aucun cas il y avait une notion, comment dire, de coloriage. Et l'avantage, justement, vous parliez tout à l'heure de la jeunesse, et il se trouve que justement ce maire, c'était le plus jeune maire des Yvelines quand on a gagné, élu à 28 ans. Et cette génération-là, par rapport aux générations un peu plus seniors, elle a voyagé, elle a eu beaucoup plus de mixité dans les écoles que moi j'en ai eu. Hein. Moi j'ai été élevée en Haute-Savoie et je peux vous dire que tout le monde était blanc comme la neige, sauf moi, dans toutes mes classes. Donc, oui, dans les années 80, c'était ça. Et donc, non, il n'y a pas eu, en ce qui me concerne, la notion de coloriage. Après, on est sur une ville où il y a une petite part de mixité, ça se trouvait très bien, mais ce n'était pas du tout la raison première, c'était vraiment deux projets qui se rencontraient. Nous allons repartir en images à une autre vidéo, c'est vous que l'on verra dedans grâce, c'est en Afrique, vous le disiez, une petite partie introductive avant qu'on ne regarde cela, de quoi s'agissait-il dans ce contexte-là? Non, c'était sur Paris, avant qu'on aille du coup en Côte d'Ivoire avec Madame Moreno pour son programme qui promeut aussi toujours l'engagement des femmes. Et ça s'appelle Richesse d'Afrique. C'est une grande structure qui permet aux jeunes qui souhaitent entreprendre, que ce soit en France ou en Afrique, mais des jeunes issus de la diaspora, d'avoir les moyens d'être accompagnés pour entreprendre en Afrique et en France. Madame, la question du rêve collectif, justement, j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes une jeune élue engagée. Qu'est-ce qui vous fait vous engager en politique? Ou c'est quand même... Allez, je vais forcer le trait, c'est quand même un monde de requins, c'est un monde difficile, c'est un monde de compétition, c'est un monde où l'échec est réel, puisqu'on peut perdre des élections. Alors, on n'aura plus, pour les prochaines élections municipales, on sera plus rayé pour les petites communes, mais on a un monde violent. Qu'est-ce qui vous fait espérer en la politique? Non, en fait, c'est assez drôle, mais quand on n'est pas dans ces instances de pouvoir, on n'a pas les informations. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour avoir les informations, il faut y être et il faut qu'il y ait des gens qui diffusent aussi l'information. On se rend compte là, d'ailleurs, avec les dernières statistiques de l'IFOP, que plus de 72% de la population ne font pas confiance aux politiques. Mais 64% de la population se sent proche et écoutée par son maire. Donc il y a une certaine contradiction parce que le maire, c'est aussi la politique. Mais en fait, ce qui fait même la différence au niveau de la municipalité, c'est la proximité. C'est juste que les gens ont l'habitude de voir leur maire, mais quand on leur pose la question « Que fait votre maire ?» très peu peuvent y répondre. Très peu connaissent les prérogatives, les devoirs et même les choses que le maire ne peut pas faire, pareil pour les adjoints au maire. Et donc, en fait, personne n'a l'information. En fait, on a juste l'habitude de la proximité de ce pouvoir-là, mais en fait, à tous les échelles, à tous les niveaux, les personnes ne savent même pas quelles sont les prérogatives et quels sont les devoirs d'un député, d'un sénateur ou d'un maire. Et c'est aussi une chose dont je me suis rendu compte parce que je suis devenue aussi conseillère municipale, mais même moi, en devenant conseillère municipale, je ne savais pas ce que j'étais censée faire au début. Parce qu'il n'y a pas de formation, en tout cas quand on prend le mandat, on n'a pas de formation directe. Après là, franchement, je félicite quand même le DIF parce que ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu bénéficier de pas mal de journées de formation pour me mettre à niveau. Mais c'est vraiment un problème dont on se rend compte. Merci beaucoup pour votre patience. Vous avez regardé et surtout, nous espérons que vous avez entendu quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a marqué. Les gens ne font pas confiance aux politiques, mais ils font confiance à leur maire. M-A-I-R-E. Peut-être parce qu'ils font déjà confiance à leur M-E-R-E, mère, leur maman. Peut-être, alors bon, c'est affreusement banal de le dire ainsi, mais il y a certainement une explication. Comment sauriez-vous argumenter là-dessus? Pourquoi on n'aime pas, on se méfie des politiques et pas du maire? Alors, je pense que c'est au niveau de la proximité.
le maire est quelqu'un qui est plus accessible, plus proche. Il habite au même endroit que nous. Au même endroit et on peut aller lui crier dessus aussi. On peut aller le voir, alors que les politiques, voilà, pour eux, c'est des personnes qui sont un peu loin des réalités terrain et qu'on voit souvent à la télé et voilà, qui sont loin des réalités. Qui disent qu'ils font des choses et après ils les font pas. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, je partage. En fait, pour moi, le maire, entre guillemets, c'est l'élu de tout ce qu'il y a dans la strate politique qui est le plus accessible et directement accessible. Et comme vous le dites, s'il n'a pas fait, vous pouvez l'attendre à un rond-point, lui dire « tu m'avais promis ci ». Et c'est vrai pour les maires, c'est vrai pour nous aussi, adjoints au maire. Hein. Moi, je suis à l'éducation. C'est, voilà, dans un rayon de supermarché, on peut me dire « vous pourrez me donner une réponse pour ma dérogation ». Donc, vous voyez, c'est vraiment très accessible parce que si vous ne le faites pas, la prochaine fois, vous avez des problèmes. Et comment vous faites avec vos concitoyens? Parce qu'on sait que vous êtes en politique et on se dit que vous avez des solutions. Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Ça serait mentir que de dire que c'est facile tous les jours. Après, ça dépend des délégations. Moi, je suis sur une délégation, justement, ce qu'on appelle le service à la population. Donc, voilà, tout ce qui touche l'enfance, les enfants, et sur toute la strate. Donc on n'y échappe pas, vous le savez, c'est émotionnellement fort, c'est comment dire, c'est très sensible. Donc voilà, comme toutes les communes, on ne couvre pas 100% des besoins en crèche, mais quand vous croisez un parent qui est mécontent parce qu'il n'a pas eu sa place en crèche et qui vous dit à cause de vous, ma femme va être obligée d'abandonner son emploi de chômage, non, c'est voilà, c'est difficile. Alors il faut toujours prendre sur soi et prendre en fait la peine en fait d'expliquer. Moi je trouve qu'on désamorce aussi beaucoup de choses, beaucoup d'aménagés quand on prend le temps, comment dire, d'expliquer. Mais après, vous avez aussi des récompenses aussi de parents qui sont très contents parce qu'ils ont une place à côté de chez eux. Il y a aussi des beaux moments. La politique, c'est donc un travail de terrain. Nous allons repartir, après vous avoir vu à Paris en réunion, nous allons repartir cette fois-ci en Afrique, voir ce qui s'y fait, quand vous y allez, pourquoi et qu'est-ce qui s'est dit, et on regarde ceci ensemble. De la ville de Longjumeau et secrétaire général du SOFIC. J'ai une chose à dire déjà pour commencer mon propos, c'est que à Richesse d'Afrique, j'ai été enrichie. J'ai été enrichie des richesses que vous nous avez partagées parce que les richesses, c'est pas que les matières premières. Les richesses, c'est pas seulement ce que nous pouvons trouver sous la terre, sur la terre, mais c'est aussi les hommes. Les hommes sont des énergies. J'étais en train de réfléchir sur comment j'allais construire ce que j'allais dire. Parce qu'on parlait d'énergie, de développement durable, et je me disais, mais quel est le lien avec la politique dans tout ça? Et comment on peut emmener, et comment je peux développer mon propos? Et je me suis rappelé d'une chose, c'est que l'énergie, c'est d'abord les hommes. C'est nous qui composons ces énergies-là. Donc on a besoin de nous tous pour développer le Congo. On a besoin de nous tous pour développer l'Afrique. Et quand on parle de richesse d'Afrique, il y a une chose aussi qui m'est revenue, toujours en écoutant chaque personne, c'est que les richesses d'Afrique brillent un peu partout, et pas seulement qu'en Afrique. Parce que quand je regarde en face de moi, je vois des téléphones. Et les matières premières de ces téléphones viennent d'Afrique. Et en parlant, comme je disais, d'énergie et d'hommes, nous sommes aussi des richesses d'Afrique, même si nous ne sommes pas sur le continent africain. Dans nos travails, dans les rôles que nous incarnons, dans nos statuts, en étant élus, en étant entrepreneurs, en étant avocats, en étant artistes, en étant danseuse, comme je disais, même à Jenny, qui inspire une grande partie de la jeunesse à se lancer, à oser. Nous faisons partie de ces richesses d'Afrique. On impacte l'Afrique de près ou de loin, et pour moi, c'est ça aussi les richesses d'Afrique. Donc j'étais vraiment ravie d'entendre en tout cas tout ce panel. J'aimerais revenir encore sur l'African Talk. Elle parlait d'identité. Parce que c'est vrai que je suis en train de dire que nous sommes les richesses d'Afrique. En tout cas, là, je vais parler pour les jeunes. Nous n'avons pas grandi en Afrique. Ça veut dire qu'on est une part de cette Afrique, de cette richesse d'Afrique, mais une part un peu enfouie. C'est-à-dire que c'est comme l'or ou les matières premières. On les sort de la terre et il y a toute cette poussière. Et cette poussière, c'est le manque de connaissances, l'ignorance. C'est-à-dire que nous faisons partie de ces richesses d'Afrique, mais nous ne connaissons pas l'Afrique. Et voilà, on entend parler de politique sur le plateau aussi pendant la vidéo. Vous parliez de la politique et des femmes en politique. Alors, on est en politique et souvent, ce qui est reproché aux femmes, c'est de se masculiniser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Que voulez-vous en dire? Oui. En tout cas, oui, parce que c'est un piège dans lequel j'ai failli tomber. Au début, c'est vrai qu'on parlait de crédibilité à l'instant. Quand on est jeune,
parce que j'ai commencé, j'avais 20 ans, 21 ans. On vous regarde, vous êtes là, vous ne connaissez pas le monde politique, donc vous avez un peu vos habitudes de jeunette, entre guillemets, qui met des petites robes pour aller en rendez-vous, en réunion ou autre. Et on vous regarde comme si vous n'aviez rien à faire. On ne vous regarde pas, on regarde la robe. Aussi, malheureusement, je n'osais pas le dire, mais c'est vrai. Et on se dit, en fait, est-ce qu'elle en a dans la tête? Ou est-ce que en fait, c'est juste un physique ou juste une bimbo? Déjà que vous êtes une femme, donc on vous donne déjà pas la place, voire pas la parole. Mais en plus, vous êtes jeune et vous êtes assez coquette. Et, en fait, et vous êtes assez noire. Et vous êtes assez noire aussi. Et donc, pour vous laisser la place, en fait, vous êtes obligé de vous affirmer. Mais ce qu'on a associé généralement et ce qu'on associe généralement à l'affirmation, c'est l'autorité. Et l'autorité, directement, l'image qu'on a, c'est le papa qui tape sur la table et qui est un peu costaud. Voilà. Et donc, on se dit, en fait, il faut que je ressemble à un homme, à quelqu'un qui est assez fort pour qu'on me laisse la place et qu'on me laisse parler. Et donc, en fait, on met des vêtements de plus en plus larges, on se coupe les cheveux, on se maquille moins. Et on se dit, je dénigre pas les femmes qui le font, parce que ça... Vous allez vous faire des copines. Ça leur va super bien. Mais en fait, il faut être soi. Parce que pour représenter les gens qui nous ressemblent, il faut continuer à se ressembler soi-même. C'est ça. Ah ouais, mais donc, si vous représentez aussi des personnes qui sont dans leur... Il faut trouver l'équilibre. Se sont sublimées, donc il faut pouvoir les représenter jusqu'au bout. Des ongles peut-être ou pas? Oui. Parce que moi, je me dis, en tout cas, il faut trouver un équilibre. Et justement, qu'on porte la nation, en fait, il faut être le reflet de cette nation. La nation, elle est belle, elle est jeune. Et donc, en fait, quand on nous voit, on doit voir quand même cette vitalité, cette jeunesse. Et se dire qu'en fait, on arrive à s'auto-gérer. Donc, on peut gérer quelqu'un. Mais quand on voit qu'on a l'air débordé, les cheveux en pétard, etc. Moi, je vois une personne comme ça, je ne confie pas ma vie, quoi. Je me dis, elle a déjà du mal dans sa propre vie. Et donc, je me dis que c'est assez important de rester soi. Et d'être fier de ce qu'on est, de prendre le temps pour soi, de prendre soin de soi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas me masculiniser parce que je ne vais plus me ressembler et j'aurai plus de messages authentiques à porter. Et quoi qu'il advienne, vous êtes une femme de toute façon. Exactement. Voilà. Après, on peut être une femme masculine. Voilà. Nous avons présenté, Sandra, votre activité de formatrice TSLA. Qu'est-ce que c'est précisément? Alors, formatrice TSLA, donc le T, c'est pour trouble, S, c'est pour spécifique, L, c'est pour langage, et A, c'est pour apprentissage. Donc, c'est la nouvelle dénomination pour dire trouble 10. Ils ne simplifient jamais les choses, parce que 10, c'était trop péjoratif. Donc, ils ont voulu changer la nomination. Donc, c'est trouble spécifique du langage et des apprentissages. Donc, je me suis formée parce qu'on faisait beaucoup de sensibilisation auprès des collèges, auprès des professeurs, auprès de toutes les personnes désireuses de connaître les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Et donc, je me suis formée pour être formatrice, pour avoir cette casquette aussi de formatrice, pour entrer aussi dans certaines structures. Et j'ai pu comme ça avoir la valeur que j'avais, même si je l'avais déjà avant, puisque je faisais déjà des formations, mais on appelait ça des sensibilisations. Maintenant, je suis formatrice, donc je peux dire que je fais des formations et je peux aller dans différentes institutions, différents centres pour pouvoir amener cette connaissance et pouvoir former les personnes qui sont désireuses de connaître les troubles ou d'accompagner au mieux ces enfants. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire que vous n'avez pas encore fait en politique, Josiane? Je dirais que j'ai déjà eu l'opportunité justement de faire pas mal de choses justement du côté des choses très terrain, en étant adjointe au maire. Mais j'ai aussi la formidable opportunité d'être entre guillemets sur vraiment la strate au-dessus, c'est-à-dire la région en étant conseillère régionale. Et là, il faut savoir que quand on a ce mandat-là, c'est aussi un mandat de terrain, sauf que là, vous êtes sur sur la région et que vous prenez des décisions avec toute l'équipe qui impactent encore plus d'habitants. Donc, je dirais que ça c'est déjà une opportunité formidable. Après, ce que je souhaiterais faire, que je n'ai pas encore, pu faire, c'est faire en sorte que, justement, les parents, justement, d'origine subsaharienne, africaine et tout, etc., s'impliquent encore plus au niveau, en fait, des écoles ou des collèges. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, de par mes missions, c'est que quand on voit les conseils de classe ou quand j'échange avec les enseignants, on ne voit pas forcément ses parents.
C'est en vous remerciant, Josiane Simon et Grace Lokimbango, d'être venus sur notre plateau. Merci pour votre apport. Nous restons avec vous. Sandra Silvius, vous avez une actualité à nous présenter, mais avant cela, je voudrais bien que vous puissiez nous parler de l'Odyssée des 10. C'est cet ouvrage que j'ai sous la main, à l'initiative d'Elvire Cassan. De quoi s'agit-il? Je vais le montrer à la caméra. Alors, Elvire Cassan, c'est une journaliste écrivaine que j'ai rencontrée lors d'un forum. Et on a eu tout de suite une symbiose de valeurs. C'est une femme engagée qui a écrit un livre. Et dans ce livre, vous allez voir beaucoup d'enquêtes. C'est suite à beaucoup d'enquêtes, de témoignages qu'elle a pu écrire ce livre. Mais elle est elle-même concernée par les troubles 10, parce que sa fille est concernée. Et à travers ce livre, écrit de façon très poétique, elle est le porte-parole de tous les parents qui ont des troubles 10. Mais dans ce livre, vous allez trouver aussi tous les éléments pour comprendre ce qu'est un trouble 10 et toutes les problématiques, tous les obstacles et toute la manière dont on peut le vivre, mais de l'intérieur. C'est vraiment un bel ouvrage incontournable que je conseille à tous de lire pour vraiment connaître les troubles 10 et comprendre ce que vivent les parents au quotidien et aussi ce que vivent les enfants au quotidien au sein de leur apprentissage. C'est donc Elvire Cassan, l'Odyssée des 10, enquête et témoignages sur ces troubles qui bouleversent des vies. Il est marqué 7,2 millions de Français touchés par les troubles 10. Alors c'est aux éditions Stock. Où que vous soyez sur la planète, vous pouvez acquérir cet ouvrage, notamment le commandant sur Internet. On est au 21e siècle. Oui. Et je rappelle ici que Elvire Cassan, elle aurait voulu être avec nous, mais elle avait un autre agenda. Elle est journaliste, podcasteuse et réalisatrice. Elle a réalisé le documentaire audio Une vie de 10. Un documentaire que nous voulons vous recommander aussi pour que vous puissiez découvrir, si vous ne connaissiez pas cette, comment faut-il dire, pathologie, maladie, dysfonctionnement. Ce trouble, c'est un trouble. Ce trouble, très exactement. Oui. Et vous en saurez plus parce que certainement vous avez des enfants avec vous à la maison dont vous trouvez qu'ils n'écrivent pas comme il faut ou ils ne lisent pas comme il faut ou ils ne parlent pas comme il faut. Vous l'avez entendu dans cette édition de Lady vous écoute. Ce sont des dysfonctionnements. Il y a toujours une solution. Ne restez pas seul face à la situation. Il y a des voies. Et si vous nous écrivez, nous pourrons remonter cela à nos invités, à vous notamment Sandra. Merci. Vous avez une autre actualité. De quoi vouliez-vous nous parler? Oui, alors pour la continuité de son livre, Elvire Cassan avec Lou Sarda, donc une photographe, ont mis en place un projet qui est une immersion, une exposition immersive sur les troubles 10. Donc c'est le prolongement de son livre et c'est des témoignages. Donc il y aura 10 personnages, 10 témoignages dont j'en fais partie. Et cette exposition va tourner dans toutes les villes de France, dans beaucoup de villes de France, et notamment dans le ministère de la Santé. Et l'association Entraide s'est engagée auprès d'Elvire Cassan et Lou Sarda pour mettre en avant ce projet au sein de la commune de Marly-la-Ville de Fos. Et l'exposition itinérante sera pendant 2 semaines sur nos communes. Donc c'est une fierté pour l'association de porter enfin, au bout de 10 ans, voilà, pendant 1 mois, nous aurons en fait l'exposition qui va tourner dans ces 2 villes. Et l'agglomération des communes, Roissy Pays de France, nous a fait aussi l'honneur de s'engager auprès de nous, auprès de cette exposition. Et lors de la journée de Parlons Handicap du 11 octobre, ça sera la clôture de l'exposition. Et nous aurons aussi un débat où l'association prendra part au sein de cette journée pour pouvoir parler encore des troubles 10. Donc n'hésitez pas à venir sur ces 2 journées et voir cette exposition immersive dans laquelle vous allez vivre et vous allez entendre en fait des témoignages forts et impactants. Que voudrez-vous dire, ce sera votre mot de la fin, Sandra Silvius, à nos téléspectateurs qui sont sous d'autres cieux? Et j'ai envie là de parler de la question des préjugés, parce que souvent, quand il y a quelqu'un de malade, un enfant malade, on entend dire que c'est parce que ceci, parce que le mauvais œil, parce que la mère aurait fait je ne sais pas quoi, parce que l'arrière-grand-père aurait fait je ne sais pas quoi. On vient comme cela superposer sur les dysfonctionnements d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement, et même si on vous entend, qui ne sont pas du tout la cause de ces dysfonctionnements. Qu'avez-vous envie de leur dire pour les encourager à explorer, parce que peut-être qu'il n'y a pas des associations là où ces personnes se trouvent, ou un regard approprié sur la situation?
Alors, c'est vrai que j'avais entendu que dans certaines communes et dans certains pays, on va plus ou moins dire que c'est de la sorcellerie ou un mauvais œil qui a été jeté sur l'enfant. Vraiment d'essayer d'aller dans la connaissance, malgré tout, médicale pour connaître en fait le fonctionnement d'une personne. Et même aujourd'hui, dans nos pays, en France, en fait, on voit que le handicap est une question qui est très récente, en fait. Les lois sur le handicap datent de 2005 à peu près, donc il y a à peine 20 ans, où on ne parlait pas encore de troubles invisibles, de troubles neurodéveloppementaux, c'était encore inconnu. Donc c'est quelque chose dans les consciences collectives qui va prendre du temps à germer et ça va prendre du temps pour pouvoir faire en sorte que les choses soient vues et acceptées par tous. Néanmoins, il faut être ensemble, se rapprocher des personnes qui sont concernées, essayer de se rapprocher des associations pour pouvoir être écouté, entendu et pouvoir avancer tout au long du parcours. C'est ensemble en fait qu'on peut faire des choses. Nous voulons vous remercier pour tout ce que vous faites sur le terrain, pour les enfants, pour les familles aussi, parce que quand les enfants se portent bien, assurément, les parents aussi se portent très bien. C'est un grand soulagement. Nous voulons vous remercier, Sandra Silvius, d'être restée avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Entraide. On peut revoir le logo à l'antenne. Et puis, nous voulons vous encourager, amis téléspectateurs, à en savoir plus. Vous allez donc sur les réseaux sociaux, association Entraide, et vous trouverez de plus amples informations. Vous êtes formatrice TSLA et vous êtes engagée dans votre commune, c'est Marly-la-Ville. Nous étions avec Grace Lokimbango, élue de Longjumeau et déléguée générale de l'Association des jeunes élus de France. Nous vous remercions, Grace, d'avoir accepté d'être venue dans notre émission. Et Josiane Simon, maire adjointe dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine et conseillère régionale d'Île-de-France. Merci, amis téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. Rendez-vous dans notre prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.